Bonsoir Bernard-Henri Lévy. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau de BFM TV. Vous venez d'arriver de la ville libyenne de Misrata et vous avez été fait citoyen d'honneur de Misrata. Oui. C'est une ville donc qui est aux mains maintenant des forces rebelles, mais qui ont repoussé les loyalistes de Kadhafi à peine à 20 km autour de la ville. La ville est ravitaillée grâce au port, par le port, mais tout autour, il y a des forces kadhafistes. Moi, j'arrive pas à comprendre. Ça fait plus de 2 mois maintenant que cette guerre est engagée, qu'il y a des bombardements de l'OTAN, et pourtant, elle continue, et Kadhafi résiste toujours. Attendez, il y a une chose à comprendre, c'est que, je ne sais pas si Kadhafi résiste, mais la population de Misrata a donné au monde une leçon de résistance et de courage comme je n'en ai jamais vu de ma vie, et à mon avis sans précédent. Et ça, je l'ai réalisé en y étant. J'en reviens, j'y étais encore donc hier soir. On va voir des photos de vous, donc de Marc Roussel, qui vous accompagne. On va les voir pendant que vous parlez. Et donc, ce que j'ai réalisé, c'est que les chars de Kadhafi sont entrés dans Misrata. Ils ont bombardé la ville à tir tendu et au canon de chars à l'intérieur de Misrata. Et donc, les citoyens de Misrata ont repoussé les chars, les ont fait sortir de la ville. Ces chars qui avaient investi leur ville, ils les ont chassés. Il n'y a pas de précédent de cela. À Sarajevo, par exemple, un cas que j'ai bien connu, les chars étaient à Lukavica, étaient sur les hauteurs, à Lukavica, Ils n'étaient pas entrés dans la ville. Ils n'étaient pas entrés dans la ville. Donc, une ville qui arrive à main presque nue, avec des RPG-7 de fortune, avec des armes légères trafiquées dans des usines de campagne, et qui arrive à faire sortir des chars d'une ville, c'est une leçon de courage et d'héroïsme, comme franchement, il y en a très peu dans l'histoire contemporaine. Et avec une aide minimale, parce que chose que j'ai comprise aussi en y allant, c'est que l'intervention alliée, et ça c'est l'honneur de la communauté internationale et en particulier de la France, a empêché le bain de sang à Benghazi. Mais elle ne l'a pas empêché à Misrata. On a arrêté les chars aux portes de Benghazi, ça c'est la France, mais ce sont les citoyens de Misrata eux-mêmes qui, avec un soutien très faible de la coalition, ont repoussé les chars. On a l'impression alors qu'il y a des grands Donc discours. c'est pas Kadhafi qui résiste, c'est les citoyens de Misrata. On a l'impression qu'il y a un grand discours. On l'a vu au G8 à Deauville. On a eu le sentiment d'une communauté internationale assez soudée, y compris les Russes, puisque Medvedev aussi a dit que Kadhafi doit partir, il n'est pas légitime. Et dans le même temps, sur le terrain, néanmoins, Kadhafi qui continue. Il a reçu hier Jacob Zuma, le président sud-africain, et il s'est montré devant les caméras. Donc, est-ce que oui. c'est pas surprenant ? Écoutez, la liberté prend du temps, comme l'a dit le président Mustapha Abdel-Jalil il y a quelques semaines. Donc président c'est vrai du Conseil national de transition. Président des insurgés, oui. Alors on est, nous, tellement drogués à l'immédiateté, à la vitesse, qu'on a l'impression qu'une guerre, ça doit se régler en 5 minutes. C'est en effet plus long, surtout quand, comme les alliés en ont le souci, quand on fait tout pour éviter les victimes civiles, etc. Mais en effet, le vrai problème aujourd'hui, à l'instant où nous parlons, il y a des bombardements terribles sur le front de Defnia et sur celui d'Abdul Raouf, qui sont les deux fronts autour de Misrata. Misrata, le centre de la ville, est libéré grâce à l'héroïsme dont je vous parlais tout à l'heure, mais les forces de Kadhafi qui ont toujours de l'armement lourd, des missiles Grad, bombardent de manière terrible. Moi, j'ai vu arriver hier, à 18 h hier, il y avait déjà 80 blessés graves, et quand on dit des blessés graves, je préfère ne pas vous dire ce que cela signifie, je les ai vus et Marc Roussel les a photographiés, c'est quelque chose de terrible, qui était arrivé à l'hôpital de la ville. 80 blessés graves arrivant des deux fronts dont je vous parle. Donc Kadhafi continue d'avoir, c'est vrai, des moyens de guerre et de mort épouvantables. Et pourtant, encore une fois au G8, tout le monde dit il doit partir, y compris finalement même le président sénégalais, oui. Wade, oui. qui est aussi évidemment membre de l'Union africaine, qui est censé peut-être éventuellement avoir été un peu de son côté à un moment donné et qui le lâche en quelque sorte. Qui l'a lâché. Oui. Vous y êtes pour quelque chose? Vous l'avez rencontré? Vous en avez parlé avec lui? Je l'ai rencontré, mais surtout, le président Wade, c'est en effet un grand dirigeant africain. C'est un sage et il a une grande autorité morale en Afrique. Je ne sais pas si je suis pour quelque chose, mais je lui ai amené, il y a une quinzaine de jours, les représentants des insurgés, les représentants du Conseil national de transition. Et en effet, il les a reconnus avant-hier. Et ça, je pense que c'est une date
Dans cette bizarre histoire qui se joue à la fois sur le front militaire, ce dont je vous parle et dont j'ai été le témoin ces dernières heures, et sur le front diplomatique, le président Ouad lâchant Kadhafi, c'est une date très importante, parce que Kadhafi comptait sur ce soutien de l'Afrique, il se voyait comme une sorte de roi des rois africains, c'est fini. Donc il va finir comme un gangster international. Est-ce qu'aujourd'hui, les forces internationales cherchent à tuer Kadhafi ? Tuer Kadhafi, j'espère que non. Moi, je suis contre la peine de mort en général, dans ce cas-là en particulier, mais je cherche à le faire partir, évidemment. Il n'y a pas d'autre solution. Vous savez, j'ai vu ce qu'il a fait à Misrata. Et là encore, ça aussi, c'est sans précédent. La façon dont cette ville a été détruite, la manière méthodique, systématique, dont on a bombardé les hôpitaux, les écoles, etc., c'est quelque chose d'abominable. Cet homme-là qui a fait ça, il n'a plus la moindre légitimité à exercer quelque pouvoir que ce soit. Est-ce que Nicolas Sarkozy et David Cameron vont bientôt aller à Benghazi ? Je n'en sais rien. Ils l'ont dit, ils l'annoncent, oui, mais... il faut leur poser la question. Mais ce qu'il faut surtout leur dire aujourd'hui, vous savez, la question que j'ai le plus entendue à Misrata, et notamment sur les fronts, à Defnia et à Abdul Raouf, la question qu'on entend de manière absolument répétitive, c'est où sont les hélicoptères ? Où sont les hélicoptères ? On a prévu des hélicoptères français. Voilà, il y a des hélicoptères français qui sont sur le porte-hélicoptère Tonnerre, qui sont donc sur zone, comme disent les militaires, depuis maintenant quelques jours. Et les résistants de Misrata, ceux qui ont survécu à ce carnage, les attendent comme le Messie. Donc où sont les hélicoptères ? J'ai entendu cette question, mais 50 fois. Il y a 2 phrases. Merci Sarkozy, merci la France, et où sont les hélicoptères ? Vite les hélicoptères. Sans ça, on va mourir. C'est ça que l'on entend avec le plus d'insistance. Donc je véhicule le message, où sont les hélicoptères ? On va essayer d'avoir la réponse. Je vais vous parler d'une autre affaire parce que vous vous êtes engagé. C'est une affaire dont tout le monde parle et vous avez écrit 2 papiers dans Le Point pour défendre Dominique Strauss-Kahn. Vous avez dit que vous défendiez l'ami, mais aussi la présomption d'innocence. Et la presse américaine a dit vous défendez votre classe sociale. Oui, mais écoutez, très bien. C'est sévère. Oui, attendez. Je rentre de Misrata. Ça me paraît... C'est vrai que j'ai pas la tête à grand-chose d'autre, mais j'ai dit Dominique Strauss-Kahn est un ami. Mais c'est un principe que je défends. Je défends pas l'ami. C'est un ami, et je lui garde mon amitié, mais c'est un principe que je défends. C'est-à-dire qu'on jette pas un homme au chien et qu'on ne préjuge pas de sa culpabilité tant qu'elle n'est pas établie. Voilà. Vous avez l'impression que l'opinion publique française, elle est passée de la sidération dans cette affaire, avec une certaine empathie pour Dominique Strauss-Kahn, à aujourd'hui un rejet parce qu'on a vu la maison, la prison dorée, tout ce discours. On a l'impression qu'on nous raconte une autre histoire. L'homme riche blanc et la jeune femme pauvre noire. Vous craignez que la justice soit aussi celle... Elle juge des symboles plutôt que des personnes. C'est Alain Finkielkraut qui le disait hier soir. J'espère que non. Si c'est vrai, c'est tragique. Vous savez, la justice de classe, elle était répugnante quand c'était les riches ont toujours raison et salauds de pauvres. Hein, la justice de classe à l'ancienne. S'il y avait une justice de classe qui s'inventait aujourd'hui et qui se renversait et qui disait les pauvres ont forcément raison, salauds de riches, salauds de blancs, salauds de banquiers, ce serait également épouvantable. Et salauds d'hommes, parce qu'il y a aussi un climat assez légitime parfois de féministes et de retour du féminisme en ce moment, y compris dans la société française, contre le machisme ordinaire, oui, dans les milieux de pouvoir, contre les abus de pouvoir. C'est très bien, bien sûr, c'est très bien. Les abus de pouvoir sont toujours répugnants, le viol est un crime, la tentative de viol est un crime. C'est évident. Maintenant, il y a un autre principe, c'est qu'il faut laisser la justice faire son travail. On ne juge pas un homme sur des rumeurs, sur des images, sur des impressions. L'opinion se retourne. Un jour, elle pense ceci, un autre jour, elle pense cela. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette façon de réfléchir ? Moi, je refuse de réfléchir de cette manière, en tout cas. Mais ça a été vraiment pris comme une sorte de défense corporatiste des hommes, des intellectuels français, y compris ceux qui avaient défendu Polanski, qui défendent Dominique Strauss-Kahn. C'est la perception américaine. Écoutez... J'en sais rien. Honnêtement, je suis coupé de tout depuis quelques jours. Vraiment, de toute source d'information. Je ne sais pas ce qu'a pensé l'Amérique. Moi, je peux vous dire que j'ai passé ma vie
encore ces jours-ci, encore sur votre plateau, à défendre des gens qui ne sont pas des banquiers, à défendre des femmes violées, les femmes violées de Misrata et des villages autour de Misrata violés systématiquement par une armée de sauvages. J'ai passé ma vie à ça. C'est pas parce qu'on passe sa vie à défendre, à prendre la défense des damnés de la terre qu'on va laisser s'accomplir cette espèce de barnum judiciaire auquel on peut assister parfois. Ça n'a pas de sens. Et si certains médias américains ne le comprennent pas, c'est possible, tant pis. Qu'est-ce que je vous dise ? Vous avez eu des nouvelles personnelles ? Vous avez parlé à Dominique Strauss-Kahn, à sa femme ? Mais hélas, je vous dis que depuis une semaine, je suis vraiment coupé de tout. Mais avant cela, oui, j'ai parlé à sa femme, Anne Sinclair, qui est également une amie très, très, très chère et qui vit un calvaire, bien sûr. Et je vous répète, le viol est un crime, la tentative de viol est un crime, mais la présomption d'innocence est un principe sacré. Voilà les bases à partir desquelles il faut essayer de penser tout cela. La gauche va s'en sortir ? Va se sortir de quoi ? De l'effacement de Dominique Strauss-Kahn. Attendez, vous qui n'avez jamais caché votre engagement à gauche, et vous le répétiez ici sur ce plateau en disant merci à Sarkozy pour la Libye, mais je voterai à gauche. Oui. Et vous aviez dit je voterai Dominique Strauss-Kahn, ici même. Et je suis très heureux d'ailleurs, puisqu'on a commencé par parler de Misrata, si on va peut-être terminer en répondant à votre question, je suis très heureux d'avoir apporté à la ville de Misrata une lettre de soutien, plusieurs lettres de soutien magnifiques, qui émanent de personnalités de gauche. J'ai apporté au conseil municipal de Misrata une lettre de Bertrand Delanoë, de Gérard Collomb, des maires de Strasbourg et de Toulouse, et de Martine Aubry. Et je trouve bien que la gauche ait eu que le Parti socialiste, à travers ses personnages les plus éminents et les maires de ses plus grandes villes, ait eu le fair play, l'intelligence politique et morale de ne pas s'arrêter à des considérations politiciennes quand l'essentiel est en jeu, comme en Libye. C'est une affaire tellement importante où se joue pour la première fois la responsabilité de protéger. Donc si la gauche a ce genre de réflexe, je trouve ça très bien et c'est une raison d'être optimiste. Martine Aubry ou François Hollande alors ? Martine Aubry ou François Hollande ? Vraiment, vu depuis Misrata, la question a peut-être des profondeurs moins métaphysiques que vues d'ici, j'en sais rien. Vraiment, aujourd'hui, je suis reconnaissant à Martine Aubry, je vous le dis très franchement, de ce témoignage, de cette lettre aux citoyens de Misrata qu'elle m'a confiée. Et je peux vous dire que quand on a vu les larmes de certains de ces hommes autour de la table du conseil, lorsque je leur ai lu la lettre de Martine Aubry, on a vraiment envie de se dire que cette femme, cette dame a les bons réflexes, politiques et moraux. Merci Bernard-Henri Lévy. En l'occurrence, ça va ensemble. Merci d'être venu sur le plateau de BFM TV.